Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir avec la plateforme Plémara, la plateforme d'expertise maladies rares. Donc cette porte d'entrée, ce guichet unique pour les maladies rares au sein de notre région Hauts-de-France. Et ce soir, nous allons parler de la maladie de Fabry, qui est une maladie rare, mais vraiment hyper rare, avec 4 spécialistes de la maladie. Le docteur Hélène Maillard qui vous parlera du diagnostic, comment le confirmer. Ensuite, le professeur Nicolas Lamblin qui vous parlera du cœur de la maladie de Fabry, puis le professeur François Glowacki qui vous parlera du rein de la maladie de Fabry, et puis les aspects donc pédiatriques avec le docteur Karine Mention. Nous avons ce soir pour ce webinaire un partenaire que vous allez découvrir, qui est le laboratoire Sanofi. Et donc j'ai tout de suite passé la parole donc, au docteur Hélène Maillard qui va nous dire mais comment on fait le diagnostic de maladie de Fabry? Merci pour le relais. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi on m'a demandé de vous expliquer quand penser au diagnostic et comment le confirmer. Alors, mes liens d'intérêt, je ne pouvais pas débuter la soirée sans vous faire quelques diapositives sur ce qu'était la maladie de Fabry. On vous l'a dit, hein, c'est une maladie rare, on estime actuellement que c'est environ une naissance sur 15 000. Il y a quelques années, on disait une naissance sur 40 000. C'est un petit peu moins rare que ce qu'on pensait. Ce qui marque cette maladie, c'est une longue errance diagnostique. En moyenne, on fait le diagnostic à 29 ans. Et on va voir que c'est une maladie génétique de transmission liée à l'X. Cette transmission, elle est un petit peu complexe à comprendre parfois pour les patients. C'est une maladie héréditaire du métabolisme. Je vais vous montrer ça sur la diapositive suivante. Et enfin, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une maladie évolutive et surtout que nos connaissances sont évolutives puisque chaque année, on apprend de nouvelles choses sur cette maladie qui souvent complexifient en fait notre compréhension de cette maladie et qui reste passionnante. Alors, je vous ai dit c'était une maladie lysosomale puisqu'il y a une mutation génétique, un variant dans le gène GLA. Ce gène sert à coder une protéine qui s'appelle l'alpha-galactosidase et le rôle de l'alpha-galactosidase au sein des lysosomes, c'est de dégrader le GB3. Donc qui dit mutation dans le gène dit déficit partiel ou complet en alpha-galactosidase qui entraîne une accumulation de GB3 et c'est ce que j'ai essayé de vous représenter. Ici vous voyez une cellule normale avec des lysosomes normaux et au bout, au cours de la maladie de Fabry, ces lysosomes accumulent du GB3, deviennent de plus en plus gros et vont gêner le fonctionnement de la cellule. Ces lysosomes, ils sont présents dans toutes les cellules de l'organisme quasiment, ce qui explique que la maladie de Fabry est une maladie systémique, c'est-à-dire qu'elle peut toucher de très nombreux organes. Je vous ai mis en rouge les principaux organes qu'on va surveiller, le rein, mais ça François Glowacki vous l'expliquera, le cœur pour Nicolas Lamblin, et puis également le cerveau, hein, les AVC, les troubles cognitifs, mais vous voyez que ça peut aussi atteindre l'œil, l'oreille, le système digestif, la peau, les douleurs, il y a vraiment de nombreux symptômes qui sont possibles. Donc je vous ai dit c'était une maladie systémique, en réalité c'est une maladie systémique dans la forme qu'on dit classique, qui est la forme qu'on a décrite initialement, qui est cette forme qui touche à la fois les enfants, enfin qui débute dès la pédiatrie, et ça Karine Mention vous en parlera. C'est cette forme qu'on a décrite initialement avec un taux d'enzyme qui est effondré. C'est dans cette forme que peuvent survenir les différentes atteintes viscérales du cœur, du rein et du cerveau. Et généralement, c'est dans cette forme qu'on voit des acroparesthésies, des angiokeratomes et ou une cornée verticillée. Et puis depuis peu, et de plus en plus fréquemment, on diagnostique ce qu'on appelle maintenant des formes tardives, qui sont, si on devait les qualifier, des formes qui ne touchent que le cœur, mais ça je pense que Nicolas Lamblin vous en parlera, où généralement on trouve un taux d'enzyme résiduel, c'est-à-dire que le déficit n'est pas complet. Et cette forme, elle touche plutôt les adultes, hein, à partir d'une trentaine d'années chez l'homme, d'une quarantaine d'années chez la femme. Alors, quand est-ce qu'il faut penser au diagnostic ? J'ai pas de recette miracle parce que c'est un diagnostic qui est difficile. Il faut savoir l'évoquer devant des tableaux qui sont divers et pas spécifiques. Et tout l'enjeu en fait c'est de diagnostiquer précocement parce que plus on diagnostique tôt, plus on va pouvoir traiter tôt et on sait maintenant,
on pense savoir que plus on traite tôt, plus on évite les complications et les dysfonctionnements d'organes, en particulier le rein, le cœur et le cerveau. Alors, quelques circonstances de découverte, mais qui ne sont pas exhaustives, mais qu'on peut rencontrer, et vous allez voir que toutes les spécialités médicales peuvent être concernées. Devant un enfant douloureux, devant un enfant douloureux, ça va être pour le pédiatre. Alors attention, un enfant douloureux, c'est pas forcément Karine, un enfant qui se plaint d'avoir mal, ça peut être un enfant qui est au contraire trop calme, qui a du mal à se développer, à interagir. Ça peut être une circonstance de découverte. Devant des troubles de la sudation, une intolérance à la chaleur, c'est pas forcément évident. Un patient qui vous, les patients ne viennent pas en vous disant qu'ils ne transpirent pas. Chez le petit enfant, ça peut être une intolérance à toutes les viroses de l'enfance, puisque dès que ces patients font de la fièvre, ils sont pas bien du tout. Des enfants ou des ados qui ont du mal à faire du sport, qu'on qualifie souvent de paresseux, qui sont tout le temps dispensés de sport. Et puis chez les adultes, des adultes qui ont du mal effectivement à se mettre au sport ou l'été qui ne transpirent pas. Devant des angiokeratomes, je vous ai mis quelques photos. Ici sur la droite, vous avez une photo en gros plan d'un angiokératome qui est une lésion un petit peu, qui est papuleuse, hein. Quand vous passez votre main dessus, vous ressentez, vous sentez qu'il y a une lésion, qui est érythémateuse, qui est un petit peu en relief, et sa particularité, alors ici elle est plutôt bien érythémateuse, mais avec le temps elle devient plus foncée, et sa particularité c'est qu'elle se situe dans la zone du caleçon, donc dans la région pelvienne, donc il faut aller la rechercher parce que les patients ne vous disent pas toujours. Ici vous avez les fesses d'un monsieur qui est déjà un peu âgé et qui a accumulé les angiokeratomes toute la vie, mais parfois c'est juste quelques lésions qu'il faut aller chercher sur le scrotum, donc il faut y penser. Dans le bilan d'une cardiomyopathie hypertrophique ou finalement de n'importe quel bilan trouble cardiaque, mais ça Nicolas vous en parlera donc je ne veux pas trop en dire. Devant le bilan d'une protéinurie ou d'une insuffisance rénale, mais je pense que ça François Glowacki vous le montrera. Dans le bilan d'AVC du sujet jeune, peut-être que dans ces 3 atteintes d'organes, c'est ce qui est le moins rentable. Bon, les neurologues y pensent, mais c'est vrai qu'un bilan d'AVC du neurojeune, bilan d'AVC du sujet jeune, il y a beaucoup de causes à prendre en compte, et c'est peut-être qu'en 2e ou 3e intention qu'il faut penser à la maladie de Fabry, mais pourquoi pas, en particulier s'il y a récidive de l'AVC en l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels. Enfin, devant des douleurs des extrémités à bilan normal, hein, les fameuses acroparesthésies, peut-être qu'il faut savoir l'évoquer. Il y a eu quelques études qui ont recherché des Fabry chez des patients douloureux chroniques, et on retrouve quelques patients avec maladie de Fabry. Donc vous voyez que beaucoup de spécialités peuvent être amenées à rencontrer un patient suspect d'avoir une maladie de Fabry. Quand on suspecte la maladie de Fabry, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? J'ai fait 2 colonnes. On va débuter par l'homme, chez qui c'est plus facile. On commence toujours par un arbre généalogique. En fait, il y a très peu de mutations de novo dans la maladie de Fabry, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans 95% des cas, quand un homme est atteint, sa mère est atteinte. Et on trouve en général, quand on diagnostique un premier patient avec maladie de Fabry, entre 5 et 15 patients dans la famille qui ont aussi la maladie de Fabry. Donc il faut toujours commencer par faire un arbre généalogique qui remonte jusqu'aux 4 grands-parents. Chez un homme, vous pouvez vous contenter de faire l'arbre généalogique du côté maternel, puisqu'il n'y a jamais de transmission d'un père à son fils de la maladie de Fabry. Chez un homme, quand vous suspectez la maladie de Fabry, en plus de l'arbre généalogique, vous pouvez faire juste un dosage d'alpha-galactosidase, puisque c'est toujours diminué au cours de la maladie de Fabry chez un homme, soit complètement effondré, c'est plutôt dans les formes classiques, soit un peu diminué dans les formes tardives. Si vous avez un dosage d'alpha-galactosidase normal chez un homme, vous pouvez éliminer la maladie de Fabry. En revanche, si c'est diminué, c'est très probablement une maladie de Fabry. Et pour les dosages suivants que sont le lysogb3 et puis la recherche du gène pour confirmation diagnostique, vous pouvez en fait nous solliciter pour qu'on vous explique. Le lysogb3, c'est un marqueur qu'on exploite depuis une dizaine d'années, qui est toujours augmenté quand il y a une maladie de Fabry, que ce soit chez l'homme ou la femme, qui est toujours normal quand il n'y a pas de maladie de Fabry, sauf des cas très exceptionnels chez la femme,
qui du coup n'est pas symptomatique. Et plus c'est élevé, plus on estime que c'est une forme classique et depuis longtemps. Alors que dans les formes tardives, les formes qui touchent que le cœur, le lyso-Gb3 peut être juste un petit peu élevé. Et c'est toujours intéressant de le faire au moment du diagnostic parce qu'avec le traitement, on s'attend à ce que ce lyso-Gb3 diminue. Mais en fait, je n'ai jamais vu qu'il se normalisait au cours de la maladie de Fabry, enfin chez le patient qui était traité. Donc chez un homme, je récapitule, arbre généalogique et alpha-galactosidase dans un premier temps, ça suffit déjà pour classer le patient en suspect de Fabry ou pas de Fabry. Chez la femme, c'est plus difficile, il faut évidemment toujours faire l'arbre généalogique, là il faut remonter chez les deux parents, le papa et la maman. L'alpha-galactosidase est parfois normale chez la femme ou très peu diminuée, donc chez une femme en fait, dans un premier temps, c'est pas discriminant l'alpha-galactosidase. Moi je pense qu'il faut faire à la fois l'alpha-galactosidase, le lyso-Gb3 et le génotypage du gène GLA pour pouvoir vraiment statuer est-ce qu'il y a une maladie de Fabry ou pas. Et ça nous arrive récemment, ça nous est encore arrivé cet après-midi en RCP national avec les autres experts de la maladie de Fabry, de discuter est-ce qu'il y a vraiment une maladie de Fabry ou pas chez des femmes. Et parfois on est amené à faire des biopsies de peau, de rein, pour déterminer si réellement il y a une maladie de Fabry. Donc chez la femme c'est plus compliqué, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous vous posez des questions. Mon avant-dernière diapositive, il y a des circonstances particulières de diagnostic, en particulier dans le bilan, quand il y a une atteinte cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique, les cardiologues ont une puce qui permet de diagnostiquer des dizaines, voire des centaines de maladies génétiques qui peuvent donner la cardiomyopathie hypertrophique. Vous avez la même chose chez les néphrologues dans l'insuffisance rénale chronique, et dans ces cas-là, on ne suspecte pas forcément la maladie de Fabry, mais on suspecte une maladie génétique qui cause la cardiomyopathie hypertrophique ou l'insuffisance rénale, et on tombe sur un variant pathogène du gène GLA. Et il faut dire qu'actuellement, c'est dans le bilan d'une cardiomyopathie hypertrophique, c'est comme ça qu'on diagnostique le plus de nouveaux cas de maladie de Fabry. Et c'est vraiment ma dernière diapositive de conclusion. En conclusion, je dirais que la maladie de Fabry, c'est un diagnostic qui est difficile parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de circonstances de découverte, que ce soit le médecin généraliste ou n'importe quel spécialiste, finalement, même l'ophtalme ou le dermato, l'ORL, on peut être amené à suspecter une maladie de Fabry. De la pédiatrie au troisième âge, puisqu'on diagnostique parfois des maladies de Fabry, des formes cardiaques chez des patients de plus de 65 ans. La confirmation diagnostique chez un homme, c'est arbre généalogique et biochimie. Chez la femme, c'est plus compliqué. Il faut aller d'emblée au lyso-Gb3, donc la biochimie, à la génétique. Pas hésiter à contacter les centres de compétences, les centres de référence. Donc à Lille, c'est le centre de référence de Driss Doblar en pédiatrie, mais où nous, là, les trois médecins adultes, on est rattachés. Et il y a vraiment l'enjeu et l'importance d'un diagnostic précoce dans la maladie de Fabry pour discuter d'un traitement précoce pour éviter les complications tardives. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup Hélène. Donc le cœur, le rein, le cerveau, les trois portes d'entrée principales. Alors le cœur, quand est-ce qu'un cardiologue évoque la maladie de Fabry? Bonsoir à toutes et tous, et merci de votre présence à ce programme autour de cette maladie. Le cœur de la maladie de Fabry, j'ai d'abord voulu répondre à la question pourquoi, finalement, suis-je invité, pourquoi on en parle? La toute première chose, ce sont mes liens d'intérêt avec les industriels. Je laisse que quelques secondes, mais c'est important, je travaille régulièrement avec les industries du médicament. Alors pourquoi doit-on parler du cœur? Eh bien, alors ça a été un petit peu dit à l'instant par Hélène Maillard, mais ces dernières années, peut-être qu'il y a des biais d'analyse, mais il est probable que la majorité des cas nouvellement diagnostiqués de maladie Fabry le sont par une porte d'entrée cardiologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des signes associés à ces éléments cardiologiques, mais qui n'avaient pas permis le diagnostic. Alors on appelle ça des formes plutôt non classiques, ou late onset, pour l'abréviation, enfin la traduction en anglaise, mais dans certaines séries, c'est jusqu'à 80% des nouveaux cas qui sont diagnostiqués par une atteinte cardiologique.
deuxième élément qui me paraît indispensable à retenir, et je pourrais quasiment conclure là-dessus, c'est que les atteintes cardiaques en sont la principale gravité. C'est-à-dire que malheureusement, la maladie de Fabry, lorsqu'elle n'est pas traitée en particulier, est associée à des décès un peu plus rapides que dans la population non atteinte par cette maladie. Et la majorité de ces décès sont d'origine cardiovasculaire. Alors pour vous illustrer ça, voilà, deux illustrations, je dirais assez vite. J'ai pris une étude rétrospective qui a ses limites, mais qui montre un petit peu sur cette cohorte nationale. Donc c'est pas un grand pays, donc ça a l'avantage d'être exhaustif sur ce pays. Mais vous voyez qu'au départ, il n'y avait qu'un cas par an dans ce petit pays, et c'était essentiellement des formes classiques, qui sont ici en rouge. Et puis au fil du temps, et en particulier ces dernières années, on voit apparaître un peu plus de diagnostics, et en particulier parce que ces diagnostics sont dits de révélation plus tardive, et en particulier par une présentation cardiovasculaire. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est à propos du pronostic. Là, c'est une cohorte européenne, avec un grand nombre de personnes. Vous avez les hommes en gauche, les dames à droite. Et vous voyez que dans les deux cas, eh bien, quasiment 40% des décès, qui sont un peu prématurés, sont d'origine cardiovasculaire. Et si on ajoute que les décès de cause inconnue, une bonne partie sont subis, sont des décès un peu brutaux, eh bien, sont d'origine cardiovasculaire, on est à plus de 50%. Les autres atteintes concourent moins au pronostic des personnes vivant avec une maladie de Fabry. Alors, quelles sont les circonstances de découverte? Cette diapo, je ne vais pas la détailler parce qu'en fait, toutes les manifestations cardiovasculaires sont possibles. Parfois, c'est fortuitement quand même. De plus en plus, on recommande à des adultes jeunes qui font du sport, par exemple, d'avoir un électro de dépistage avant une compétition de course à pied, avant des entraînements. Eh bien, il n'est pas rare que l'on trouve un électro anormal. Ça peut être également en préopératoire, ça peut être à l'occasion d'un prêt immobilier ou pour... Moi, j'ai fait des diagnostics comme ça. Sinon, c'est un symptôme, et vous voyez que les symptômes ne sont pas spécifiques. Ça peut être des douleurs thoraciques qui sont souvent, qui ne ressemblent pas à un infarctus, qui ne ressemblent pas à de l'angine de poitrine, des douleurs un petit peu vagues, diffuses, et c'est compliqué d'ailleurs de rattacher ces douleurs finalement au diagnostic de maladie de Fabry. Il y a parfois des palpitations, plus fréquemment d'ailleurs que des lipotymies ou des syncopes, et plus rarement encore, c'est de l'essoufflement, parce que quand il y a un essoufflement persistant, chronique, on est déjà sur une atteinte plus évoluée. Sinon, ça peut être une complication d'emblée, je les cite ici. C'est soit un trouble du rythme, c'est-à-dire que le cœur s'emballe, l'électricité se dérègle, ou alors l'électricité ne se propage pas bien dans le cœur, ce sont des troubles de conduction, à l'origine de ce malaise ou de syncope, ou enfin, plus tardivement là aussi, une décompensation cardiaque. Enfin, bien sûr, un des éléments de diagnostic actuel, et en tout cas c'est un élément important, c'est le diagnostic, le dépistage familial. Alors, l'électrocardiogramme, vous voyez, c'est une illustration qui n'est pas prise d'un bouquin ou de Google, c'est des patients de la région. Eh bien, il n'est pas normal. Je ne vais pas faire une sémiologie détaillée, mais d'emblée, la surcharge dans les cellules du muscle cardiaque fait qu'on a de grosses cellules, on les appelle hypertrophiques, et donc on a une hypertrophie du myocarde. Et bien, cette hypertrophie se traduit par des grandes pointes ici, on appelle les QRS, je sais que il n'y a pas forcément que les cardiologues qui nous écoutent, grande amplitude des QRS. Dès qu'on voit ça, c'est soit un sujet très longiligne, maigre, et le cœur il est quasiment sous la peau, ce qui est possible, et là c'est vraiment ample, ça se mesure, et quand c'est associé ici avec des ondes T négatives, donc la troisième partie de cet électro qui n'est pas normale du tout, et enfin le troisième élément, c'est ce petit intervalle ici qui est raccourci, et bien c'est quasiment pathognomonique du Fabry ou de certaines cardiomyopathies génétiques à cause d'autres gènes, mais enfin on est déjà dans la pathologie et très probablement dans la pathologie héréditaire. Alors comme je le disais, ces anomalies sont non spécifiques et la difficulté, eh bien, c'est qu'elles sont variables dans le temps. Et la manière nous a dit que cette maladie évolue, eh bien l'atteinte cardiaque va évoluer et au cours du temps, l'électrocardiogramme va évoluer. Donc quand on regarde l'électrocardiogramme, il faut avoir un œil un peu différent en fonction du sexe de la personne face à nous. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Son âge, si c'est un premier électro à 20 ans, on ne regarde pas pareil que si c'est un premier électro à 50 ans, et peut-être même de la mutation sous-jacente, puisqu'elle fait sans doute la précocité et la sévérité de la maladie, mais là, je ne peux pas être tout à fait formel. Alors quelles sont les anomalies? Je ne vais pas les détailler, parce que ce n'est pas l'intérêt de cette présentation, mais vous voyez qu'on a des anomalies qui sont assez précoces, l'intervalle PR qui est court, ça on voit ça au début, donc je ne recherche pas ça chez un homme de 50 ans, par contre chez un homme de 20 ans, oui, je vais être très attentif à ça, c'est un exemple. Après ça, dans la phase avérée, l'hypertrophie que j'ai détaillée va s'agrandir au fil du temps. Et puis dans les formes plus tardives, on a des complications, donc on va vraiment rechercher pas un signe de la maladie, mais un signe de la maladie compliquée.
hein, des troubles de conduction ou des arythmies parfois graves, et ça c'est plutôt à l'aide du Holter ECG. Alors sinon, eh bien, je vous ai parlé d'hypertrophie, eh bien, ça donne une hypertrophie un peu particulière. Ce sont des boucles, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir. Ça, c'est un ventricule gauche qui est en coupe, et ça, c'est un ventricule gauche qui est un peu en coupe transversale, un peu mis à plat. Et le ventricule gauche, c'est ici cette pompe principale. J'espère que ma souris passe. Et vous voyez que la quantité de muscle ici est trop importante. Si je faisais une caricature, le muscle normal s'arrêterait ici à cette zone un peu plus blanche, et toute cette épaisseur-là est en excès, et qui traduit l'hypertrophie du muscle. Mais là également, ce que je vous montre là, c'est une forme un peu typique. Or, ces dernières années, eh bien, des formes atypiques ont été décrites. Elles peuvent être très très importantes, alors non, c'est pas très important. Elles peuvent être asymétriques, alors non, c'est plutôt symétrique, ça peut être autre outil ou pas. Et surtout, il y a de nouveaux outils qui sont apparus. Alors tous les signes échos, vous pourrez les retrouver dans cette revue. À nouveau, c'est pas très lisible, c'est pas l'objet. J'ai juste entouré que tout le monde parle d'hypertrophie, mais il ne faut pas oublier que les valves cardiaques sont en général un peu infiltrées également, un peu modifiées. Il faut aller, ça peut être un petit élément échographique en faveur du diagnostic. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'à la sortie du ventricule gauche, il y a ce gros vaisseau qu'on appelle l'aorte, et qui est parfois dilaté chez les malades de Fabry, plus que dans la population en général, et ça crée, c'est un signe de gravité qu'il faut surveiller. Alors je disais, des formes un peu moins typiques ou différentes, et surtout de nouveaux outils qui nous aident. Le strain, en italique ici, veut dire déformation du muscle, c'est-à-dire qu'au-delà de l'épaississement, on a une analyse de la déformation. L'appareil d'écho, ou plus exactement l'ordinateur, nous montre des petits points qui sont tracés ici artificiellement, et qui va mesurer le déplacement des points entre eux, donc c'est vraiment la déformation, la souplesse du cœur. Et vous voyez que c'est traduit ici par cette illustration. Quand c'est rouge, c'est normal. Quand c'est bleu, c'est très abaissé, très anormal. Or, les maladies de Fabry se caractérisent par une anomalie de déformation qui touche d'abord le segment latéral, la partie latérale gauche du cœur, et basale, c'est-à-dire près de la valve mitrale. Donc tout est normal, sauf ce segment croissant bleu ici. Et dans les CMH, habituellement, en tout cas les CMH classiques, eh bien ce segment bleu, vous le retrouvez à l'opposé. Il est à gauche de la diapositive, alors dans le Fabry, il est à droite. Alors fait comme ça paraît bien sûr caricatural, facile, et en fait c'est un cortège d'éléments parce que chaque personne est différente, et de nouveau, plus le malade sera âgé, ou plus il est un homme, ou plus la maladie est sévère, plus ce segment bleu va s'étendre à toute la partie basale, puis à terme à tout le myocarde. Enfin, pour conclure, dans le diagnostic et la description de l'atteinte cardiaque, ce qui a vraiment bouleversé le diagnostic et la prise en charge, c'est l'IRM cardiaque. Là, je passe, ce sont des belles images de cœur, ventricule gauche à nouveau. Vous retrouvez, peut-être en plus joli, ce que j'ai montré à l'échocardiographie. Mais ce n'est pas ça la plus-value. La plus-value, c'est qu'en IRM, nos confrères radiologues sont capables de faire de l'analyse tissulaire. Ils sont capables de faire un peu de l'histologie in vivo du muscle, c'est-à-dire de travailler sur la consistance du myocarde, ce qu'on ne peut pas faire en écho, c'est-à-dire sa richesse en eau, sa richesse en fibres de collagène, sa richesse en fer, dans l'hémochromatose, ou sa richesse en graisse, en dépôts lipidiques, comme dans la maladie de Fabry. Et ici, vous avez un ventricule gauche en coupe, alors il est moins joli, mais vous voyez que ces petites zones entourées de bleu peuvent être mesurées dans une propriété dite de relaxation. Le T1, c'est un temps, et c'est un temps de relaxation. Et bien, comme le myocarde est riche en dépôts lipidiques, contrairement à de la fibrose, par exemple, ce temps de relaxation, ce T1 se raccourcit. Vous avez ici des illustrations, vous avez des temps qui sont plus courts que la norme, et sachez que la norme dépend du fabricant, et que la norme est différente chez l'homme et la femme. Donc c'est pas si simple. Il faut faire confiance au radiologue qui vous dit « Ah, mon temps de relaxation T1, donc c'est avant gadolinium, avant tout traitement autre, eh bien il est trop court. » Et ça, c'est quasiment pathognomonique de la maladie de Fabry, comme vous montre ici cette distribution en fonction de ce temps de T1 et surtout de ce mesure après injection de gadolinium qu'on appelle le volume extracellulaire. Et bien si vous mettez le temps en abscisse avant gado et le volume extracellulaire en ordonnée après gado, vous pouvez classer les maladies. Et vous voyez que vous avez le Fabry qui est ici très particulier, très particulier, très proche du fer, mais le fer, ils ont une séquence particulière. Et par comparaison, ou j'ai presque envie de dire par opposition, l'amylose cardiaque est située ici, parce qu'elle est aussi une forme de cardiomyopathie hypertrophique secondaire un peu particulière. Mais vous voyez qu'en termes de caractérisation tissulaire, c'est très contrasté, et l'IRM pour ça vous fait quasiment le diagnostic avant même la génétique ou les dosages dont vous a parlé Hélène Maillard. Enfin, dernier élément, cette IRM, elle vous amène là aussi des anomalies de type fibrose. Donc de nouveau, on retrouve mon message, tout ça est évolutif, ça ne peut pas s'interpréter de façon binaire
oui, non, Fabry, pas Fabry, parce que ça dépend de l'ancienneté de la maladie, de l'atteinte masculine, féminine, ou éventuellement de la mutation sous-jacente. Mais vous voyez ici, c'est une zone de rehaussement, donc là c'est complètement fibreux, c'est l'inverse. Donc là, dans cette zone, on aurait un T1 court, et ici on aurait un T1 très long, parce que c'est quasiment comme une cicatrice d'infarctus, et ça c'est un stade très évolué de maladie de Fabry, avec une fibrose localisée. Pour information, sur le même segment que je vous avais montré en écho-strain, c'est toujours cette zone latéro-inféro-basale qui est touchée. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un des prédicteurs d'événements rythmiques les plus puissants. Alors bien sûr, tous les malades ne font pas une complication, mais vous voyez sur cette courbe, en l'absence de zone de fibrose, sur ce suivi qui est quand même de 8-9 ans, il n'y a aucune complication de type trouble du rythme, alors que dès que c'est présent, ben, un peu à la fois, au fil du temps, eh bien, il y a un risque de complications type tachycardie ou BAV. Donc l'IRM doit être répété régulièrement pour avoir cet élément pronostic. Donc pour conclure, ben, toute cardiopathie hypertrophique doit être explorée, et à ce jour, toute CMH fait l'objet d'un dosage génétique. Donc même si on ne pense pas au gène GLA, toute CMH doit être explorée. Le problème, c'est que tous les cardiologues n'ont pas accès à la génétique. Il faut adresser les malades à un centre expert de cardiomyopathie rare ou héréditaire. Et on se chargera de faire ces analyses, de faire des diagnostics. Et puis les cardiologues continueront de suivre leurs malades, bien sûr, habituellement. Le but n'est pas qu'on récupère les malades, mais bien d'aider, au sein d'une équipe, à un diagnostic précis. Deuxièmement, l'atteinte cardiaque est de nos jours la première des atteintes à mon diagnostic, en tout cas à l'âge adulte. Un cortège de cils extracardiaque, c'est une CMH particulière, une importance majeure de l'IRM, et le dosage plus la génotypage est systématique. Enfin, l'atteinte cardiaque fait le pronostic, et donc il faut revoir les malades régulièrement. Je propose, et c'est un petit peu ce qui est fait en pratique, un examen clinique, un ECG, des biomarqueurs tous les ans, une échocardiographie quasiment tous les ans ou tous les 2 ans et à Holter, et l'IRM tous les 3-5 ans, mais de nouveau en fonction du sexe, de la mutation peut-être, et de l'âge. Merci. Merci beaucoup Nicolas, on va faire la translation de la souris. Donc on peut rentrer dans la maladie de Fabry par le rein. On peut aussi. Allez, vas-y, explique-nous. Allez. Mais merci beaucoup pour cette invitation à faire un petit point sur les atteintes rénales au cours de la maladie de Fabry. Vous avez vu que j'ai mis un petit sous-titre, l'essentiel est d'y penser, parce que je pense que c'est comme... c'est vraiment un message clé pour cette pathologie, c'est d'arriver à y penser au bon moment pour essayer de réduire le temps d'errance diagnostique. Voilà mes liens d'intérêt. Et pour essayer de rebattre un peu les idées reçues et la perception qu'on a sur cette pathologie, une petite vignette clinique. Un monsieur de 80 ans, qui est d'origine maghrébine, qui a 7 enfants, aucun antécédent familial dans la famille. Il est juste une hypertension artérielle, il vient vous voir en consultation, il est robuste, et il vient vous voir en consultation de néphro, parce que vous voyez, il a une altération modérée de sa fonction rénale, hein, il a 49 ml de DFG, il a une protéinurie, avec une albuminurie, 0,78 g par gramme, il a une petite hématurie, et il a un tout petit pic monoclonal. Alors première question, feriez-vous une biopsie? C'est la réponse induite, puisque si je vous le propose ici, c'est que forcément on a fait une biopsie. Ce qui a guidé la biopsie, c'est pas la suspicion de maladie de Fabry, bien sûr, c'est simplement parce qu'il avait un pic monoclonal, qu'il avait une albuminurie, une protéinurie, une petite hématurie, et on a voulu savoir si oui ou non il avait une atteinte rénale dans le cadre de sa gammapathie monoclonale, et là, surprise, puisque l'hypothèse n'était bien sûr pas celle-là. Voilà, vous avez cette biopsie, je vous la recommenterai après, mais c'est une biopsie typique de maladie de Fabry. Donc c'est une forme tardive, 80 ans, de maladie de Fabry, Layton 7. Voilà, alors ne me demandez pas la suite de l'histoire, parce que malheureusement, c'était au début du Covid, cette histoire. Le patient a fui la France, et on n'a jamais réussi à le retrouver. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le diagnostic de maladie de Fabry du point de vue des néphrologues? Notre Bible mondiale s'appelle les CADIGO. Ces CADIGO nous disent que voilà, il faut y penser, la maladie de Fabry, et c'est exactement ici en tout petit pour tester votre acuité visuelle ce que vous a expliqué Hélène juste auparavant, c'est-à-dire qu'il y a des signes d'orientation qui sont cutanés, qui sont cardiaques, qui sont ophtalmo, qui sont... Voilà, et qui vont varier en fonction de l'âge aussi un peu, et ça je pense que Karine y reviendra après, mais l'essentiel c'est d'y penser sur des signes d'appel. Alors, le problème, c'est que le signe d'appel pour le néphrologue, il y a des clés d'entrée communes pour toutes les pathologies rénales qui sont les mêmes, qui sont l'altération du DFG, la protéinurie, plus ou moins l'hématurie, plus ou moins l'hypertension artérielle. Et qu'en fait, le tableau de maladie de Fabry, du point de vue de ces quelques marqueurs séméiologiques, ils n'ont aucune spécificité.
je vous ai mis de manière un peu provocatrice, c'est diabète-like. Ce serait comme une néphropathie diabétique. C'est-à-dire que vous avez une protéinurie qui va s'aggraver progressivement, qui aura une valeur diagnostique beaucoup une valeur pronostique, on va y revenir, le DFG qui va s'altérer au fil du temps, la progression vers la fibrose rénale, et tout compte fait, la progression lente vers une insuffisance rénale dite terminale, c'est pas du tout un bel adjectif, on dit défaillance rénale maintenant. Et puis ça se voit surtout dans la forme classique, chez l'homme, vers la quarantaine, l'hématurie est possible, les kystes sont possibles. Donc il n'y a rien de spécifique dans ce tableau, et c'est ce qui en fait le piège. Vous allez me dire, il n'y a qu'à faire une biopsie rénale, puis on va redresser le diagnostic. Alors ce qu'on voit à la biopsie rénale, c'est ça, c'est la biopsie du patient précédent. On voit des sphingolipides, et c'est le mécanisme qu'Hélène vous a détaillé tout à l'heure, qui vont venir s'accumuler dans les différents compartiments du glomérule, dans les podocytes en particulier, mais aussi dans les cellules tubulaires. Le problème, c'est que dans les formes toutes initiales de la maladie, ces accumulations de sphingolipides sont difficiles à voir pour l'anapathe. Et même avec un anapathe expérimenté, sans faire de microscopie électronique de manière systématique, on peut avoir un faux négatif en anapathe. Alors il y a en France l'accès à la microscopie électronique de manière systématique sur les biopsies, elle est très faible. Voilà, ce qui fait qu'on peut avoir des faux négatifs. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour les néphrologues qui nous écoutent. Voilà, la figure de couverture de la Bible de l'anatomopathologie rénale, de la néphropathologie, c'est un diagnostic de maladie de Fabry. Alors, quand on y a pensé, on va vouloir faire le diagnostic. Hélène vous l'a parfaitement détaillé, je ne vais pas y revenir. Le problème, c'est qu'entre guillemets, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que vous avez tous ces signes qui sont non spécifiques, et puis là, vous allez vous dire, oui, ça peut être une maladie de Fabry, mais oui, mais si on prend toutes les consultations de néphrologie, ça peut être constamment une maladie de Fabry. Donc, est-ce qu'on va refaire ça sur chaque consultation? Ça revient à la question de comment on fait un diagnostic en néphrologie, et quel est le spectre de nos diagnostics. Donc voilà, et puis, in fine, c'est est-ce qu'on peut diminuer l'errance diagnostique dans la maladie de Fabry. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Y penser, oui, mais il y a peu de signes rénaux qui soient très spécifiques. Les patients, on les voit souvent tardivement dans la maladie rénale chronique. C'est pas spécifique. On estime que la part des maladies rénales génétiques en matière de néphrologie, c'est globalement aux alentours de 15%. Les causes de maladies rénales génétiques qui vont amener à l'insuffisance rénale au stade ultime. Si vous reconsidérez maintenant l'ensemble, alors ça c'est des données du registre français, où tous les patients qui arrivent au stade de suppléance rénale sont enregistrés en France. Si vous regardez les causes de maladies rénales chroniques, vous voyez que 50% des cas c'est diabète, hypertension. Dans ces cas-là, il n'y a pas de biopsie qui est faite. Si vous avez des causes qui sont vraiment, là on ne peut pas louper le diagnostic, typiquement la polykystose, mais vous voyez c'est 4% des patients. Les glomérulopathies, vous voyez, c'est 18% des patients. Globalement, si je vous dis tout ça, c'est pour vous amener au fait qu'il y a une très forte incertitude diagnostique. Il y a beaucoup de diagnostics présomptifs, typiquement la néphropathie vasculaire dite hypertensive, la néphropathie diabétique. Et en fait, quand on regarde en France, globalement, seuls 20% des patients ont une néphropathie qui est documentée histologiquement. Ça veut dire qu'il y a une incertitude diagnostique qui est forte et qu'il y a une situation qui est quand même extrêmement fréquente, qui est la situation de néphropathie d'étiologie indéterminée. Donc, dans ces néphropathies d'étiologie indéterminée, vous avez toute cette liste-là ici imbuvable de maladies rénales d'origine génétique. Et dans ces maladies d'origine génétique, vous avez ici une petite ligne maladie de Fabry. Et en fait, tout l'enjeu maintenant pour nous, c'est de se dire, dans une suspicion de maladie rénale chronique d'étiologie indéterminée, on ne va pas faire un test diagnostique ciblé, in fine, maladie de Fabry, ici pour l'exemple, mais on va rechercher des variants rares dans un spectre de maladies rénales monogéniques. Alors ça, on le fait actuellement avec une stratégie, qui est une capture de l'exome, mais on va lire uniquement un panel de gènes élargi. Alors voilà, chaque centre a son panel. Voilà, je vous propose un retour d'expérience en France, 625 gènes de maladies rénales chroniques. Vous voyez un chiffre qu'il faut retenir quand on a cette approche-là, la rentabilité diagnostique sur la maladie rénale chronique d'étiologie indéterminée, c'est 25%. Donc c'est une approche qui est rentable. Là-dedans, dans cette série-là, il n'y avait pas de maladie de Fabry. Mais on a rendu service en termes de diagnostic dans un cas sur 4.
Et autre chose qu'on apprend avec ce type de démarche, c'est qu'en fait, ce qu'on se dit, ce qu'on se représente sur le lien entre un phénotype et un génotype est souvent faux. C'est-à-dire que, par exemple, des choses caricaturales comme le syndrome d'Alport, maladie rénale, maladie glomérulaire, vous voyez que séméiologiquement, ça peut avoir des présentations qui ne sont pas du tout comme des néphropathies glomérulaires. Donc même quand on se dit, ouais, non, c'est une néphropathie qui ressemble à de la néphropathie interstitielle chronique, ça ne peut pas être un Alport, ça ne vaut pas le coup de chercher, non, on peut se tromper. Donc voilà, nous ici sur l'île, on utilise cette stratégie depuis quelques années. Les panels sont faits ici par nos biologistes, le professeur Potier et le docteur Larue. Le GLA est présent sur nos panels depuis toujours. Il y a des panels qui viennent de l'extérieur aussi. Donc il y a 2 patients qui ont été avec des variants Fabry qui ont été mis en évidence. Sur plus de 500 panels qu'il avait réalisés à l'époque. Le rendement, chez nous, le rendement moyen diagnostique, il est aux alentours de 15%, hors Fabry. Voilà pour le diagnostic. Quelques petits mots aussi, du point de vue, on n'en a pas parlé beaucoup sur la thérapeutique. D'abord, quelle va être l'évolution sous traitement? Vous voyez que l'évolution sous traitement, ça dépend de la sévérité de l'atteinte rénale initiale. Ici, vous avez des pentes moyennes d'évolution du DFG au fil du temps. Pour un groupe de patients qui va être traité sous enzymothérapie, en fonction de l'atteinte rénale initiale, soit peu importante, avec une protéinurie plutôt faible, pas beaucoup de sclérose des glomérules, ou à l'inverse plutôt plus importante, c'est-à-dire l'opposé de ça. Vous voyez que la pente de déclin du DFG n'est pas la même forcément. Ça veut dire quoi? Et ça aussi, ça rejoint une info d'Hélène, c'est-à-dire que si vous voulez être efficace, il ne faut pas traiter trop tard. Alors ça aussi, c'est une information qui m'a semblé intéressante, c'est une étude qui est relativement récente, de données de vie réelle, c'est-à-dire qu'on a regardé l'évolution du déclin du DFG chez les patients traités versus les patients non traités. Voilà, sur des données de registre, et ce qu'on voit, c'est que vous voyez bien que pour les patients traités, il y a une diminution du déclin du DFG qui est tout à fait importante, soit 55%, 53,9% de réduction du déclin du DFG, c'est vraiment quelque chose d'important. Et sur les réductions des événements rénaux, vous voyez, 59% de réduction d'événements rénaux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un message qui est assez fort de dire, voilà, l'intérêt à traiter. Alors l'intérêt à traiter sur l'enzymothérapie, mais il y a autre chose aussi qui est extrêmement important. Alors là, c'est assez petit, je suis désolé, vous ne pouvez pas bien voir. Mais il y a aussi dans notre Bible mondiale là, des KDIGO, les recommandations sur la prise en soin de la maladie rénale chronique, elles valent pour les patients qui ont une maladie de Fabry comme pour tous les patients qui ont une maladie rénale chronique. Et il y a des choses qui sont particulièrement importantes et sur lesquelles insistent beaucoup les recommandations, c'est la modification du style de vie. C'est aussi, en termes de néphroprotection, le blocage du SRA, donc un IEC ou un ARA2, et maintenant un inhibiteur de SGLT2. Alors j'ai regardé, j'ai pas encore vu beaucoup de travaux, sauf si Nicolas en a vu dans le cœur, sur la place des inhibiteurs de SGLT2 dans cette indication-là. En tout cas dans la maladie rénale chronique, et je pense pas qu'il y ait de travaux spécifiques là-dessus. Mais en tout cas, voilà, la place du blocage du SRA pour la néphroprotection, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà, juste un petit mot aussi sur le LISO-GB3. Alors j'avais vu ça, quand j'ai vu le titre, je me suis dit chouette, ça permet de mieux suivre les patients, ça permet de stratifier le risque, etc. C'est une étude chinoise et en fait, malheureusement, il y a de gros biais dans cette étude. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui, tout compte fait dans le flowchart, disparaissent. Et ce qu'on voit ici, c'est que tout compte fait, l'utilisation de la variable LISO-GB3 par rapport à des simples variables cliniques n'aide pas à établir le pronostic du patient in fine. Bon, voilà. Dernier mot sur ces formes late onset, et c'est avant de conclure, pour faire le pendant de mon petit cas clinique d'introduction, vous voyez que dans ces formes late onset, qui sont principalement à présentation cardiaque, Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, on peut avoir une atteinte rénale, c'était le cas du patient que je vous ai présenté initialement, mais souvent ces atteintes rénales, elles sont très frustres. Donc voilà, globalement, y penser certes, mais il n'y a aucune spécificité de l'atteinte rénale, donc je pense que c'est tout l'intérêt des approches diagnostiques larges
de génétique tels qu'on les développe actuellement en cardio et en néphro. Du point de vue thérapeutique, j'ai essayé d'insister sur le fait de ne pas lâcher la néphroprotection à ses standards, le blocage des SRA, les modifications du style de vie et puis l'intérêt d'un traitement précoce. Merci. Merci beaucoup François, on a bien compris que le néphrologue doit y penser tout le temps. Mais c'est pas évident. Et c'est pas évident. Voilà les aspects pédiatriques. Karine, posez vos questions dans le chat, on prendra le temps d'y répondre et merci d'avoir respecté vos temps de parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler des particularités pédiatriques sur le plan diagnostic et prise en charge. Alors je voulais commencer par deux petites histoires. Donc celle d'un petit garçon de 8 ans qui est adressé en consultation dans le cadre d'un dépistage familial. Alors ça c'est un mode d'entrée dans la maladie, on va le voir en pédiatrie. Alors en effet chez sa tante maternelle qui était suivie pour un diabète insulinodépendant a été mis en évidence une CMH qui pour le cardiologue était atypique dans le cadre du diabète et donc a lancé le panel dont on vous a parlé, CMH, et là le diagnostic de maladie de Fabry a été posé. Donc dans ce contexte, une enquête familiale a été réalisée, on retrouve 2 sœurs asymptomatiques et donc ces dames sont convoquées en consultation de génétique, parce que les généticiens ont fait l'ensemble de l'arbre généalogique, pour être prélevées et leur expliquer ce diagnostic chez leur sœur. Et donc une des sœurs vient à la consultation de génétique en emmenant son garçon de 8 ans parce qu'elle a été lire ce que donnait la maladie de Fabry et elle a reconnu les acroparesthésies dont souffrait son fils depuis la petite enfance. Donc en effet, elle a emmené son garçon de 8 ans en disant « Moi, je veux que vous testiez mon garçon, moi aussi, mais mon garçon, parce qu'en fait, il a en effet, depuis qu'il est petit, des acroparesthésies, donc des brûlures, des douleurs dans les mains, dans les pieds, comme s'il se brûlait. Alors il décrit très très bien, hein, il a 8 ans, il décrit très bien, comme s'il se brûlait avec l'eau chaude. Et tout ça s'est majoré quand il fait chaud, quand il fait un effort. Il déteste le soleil et la chaleur. S'il est malade, il supporte mal la température. Ça dure à peu près 5 à 10 minutes. Ça récidive toutes les 2 semaines. Il essaie de se déchausser pour passer dans un climat plus froid où il prend une douche tiède. Donc à 8 ans, il nous explique bien tout ça. Il a ses douleurs depuis l'âge de 2 ans ou 2 ans et demi. Et la maman dit bien que vers l'âge de 2 ans, il se réveillait quasiment toutes les nuits en décrivant ses douleurs dans les mains et les pieds. Il n'a aucun autre symptôme, il est en CE2, il est très bon élève, il a une croissance staturo-pondérale normale et un examen clinique normal. Donc ce garçon est donc dépisté au moment de la consultation de génétique puisqu'il est symptomatique. Il a bien une activité alpha-galactosidase effondrée, vous voyez, hein, les formes précoces avec un lysogB3 très augmenté, une variation donc à l'état hémizygote sur le gène GLA. Et dans le cadre des recommandations en pédiatrie, en tout cas, au moment du diagnostic de maladie de Fabry, on recommande de faire une évaluation de l'ensemble des organes potentiellement atteints, donc le cœur, le rein, l'ophtalmo, la dermato, l'ORL. Il n'a pas d'autres atteintes à l'âge de 8 ans. Alors, les indications thérapeutiques chez l'enfant, donc il y a un PNDS qui a été révisé en 2021 qui reprend bien toutes ces recommandations pour discuter de l'indication ou non de la mise au traitement des enfants. Alors voilà, ce qui est dit, c'est que maintenant il est reconnu que les garçons, alors là je vous ai présenté un symptomatique, mais même asymptomatiques, qui auraient une forme classique de la maladie, vont pouvoir tirer bénéfice d'une mise précoce au traitement qui sera spécifique à l'âge dès 7 ou 8 ans en France. Alors aux États-Unis c'est plutôt 10 ou 13 ans, mais en tout cas en France les recommandations sont à l'âge de 7 ans. Dans un contexte bien sûr de maladie avec un phénotype classique, on l'a vu tout à l'heure, hein, des formes sévères chez les garçons, avec une activité qui dans ces cas-là est quasiment indosable dans les leucocytes et un lysogB3 très augmenté. Et une autre histoire pour expliquer ces symptômes, donc un jeune garçon de 14 ans qui lui aussi présente des douleurs vers l'âge de 6-8 ans, des douleurs, alors pour ce garçon c'était vraiment les orteils, des brûlures d'intensité fréquente et de fréquence croissante qui augmentent lors des infections intercurrentes comme on l'a vu tout à l'heure, au point que quand même à 13 ans cet enfant est déscolarisé parce qu'il ne peut plus marcher et les parents réaménagent le domicile parce qu'il ne peut plus monter les escaliers. Donc vous voyez que ça peut être vraiment des contraintes très invalidantes. Donc vers l'âge de 6 ans, il a ses acroparesthésies. À l'âge de 10 ans, le tableau se complète par des céphalées aiguës récurrentes qui commencent vers l'âge de 8-9 ans, qui sont étiquetées migraines sans aura. Et puis à 12 ans, il a des douleurs toujours très invalidantes, donc il consulte en rhumatologie pédiatrique. On lui fait un bilan assez
complet, fonction rénale, hépatique, recherche d'anticoagulants circulants de type lupique, les anticorps antinucléaires, une capillaroscopie en évoquant un acrosyndrome qui est normal, un échodoppler des membres inférieurs qui est normal. Il est adressé au centre de la douleur en pédiatrie qui fait le diagnostic d'acrosyndrome idiopathique et qui le prend en charge avec des TENS et un suivi psychologique. À 13 ans, donc les parents sont déterminés, le ramènent de nouveau en rhumato-pédiatrique, pas d'argument pour une maladie inflammatoire ou rhumatismale. Il va avoir un médecin de rééducation fonctionnelle qui retrouve l'apparition maintenant de ces douleurs également au niveau des membres supérieurs et des mains. Et là, un accompagnement psychologique est recommandé. À 14 ans, le tableau se complète avec des diarrhées et des douleurs abdominales quasi quotidiennes. Il a une croissance staturo-pondérale normale, il est en 4e, très bon élève, aucun problème sur le plan cognitif, avec donc des douleurs d'allure neuropathique, vous voyez, sévères, depuis l'âge de 6-8 ans, qui se complètent par des douleurs au niveau des membres supérieurs, tout ça favorisé par les changements de température, parfois très invalidantes, et puis des douleurs abdominales associées à des diarrhées. Et donc, sur tous ces symptômes, la maman va chercher, après avoir vu tous ces spécialistes, si elle ne peut pas aider son fils, en essayant de trouver un diagnostic. Donc elle fait ChatGPT. Qui trouve le diagnostic. Qui évoque le diagnostic. Elle lit maladie de Fabry, elle se dit c'est exactement ça qu'a mon fils. Elle demande au médecin généraliste de prescrire le dosage enzymatique et l'activité est nulle. Et donc elle est adressée en consultation spécialisée où là on complète le diagnostic avec le lysogB3, le variant. On retrouve la mutation évidemment chez la maman, chez ce jeune garçon. Il n'a pas d'autre atteinte d'organes au moment de l'évaluation diagnostique, mais quand on reprend l'interrogatoire avec ce diagnostic maintenant, on retrouve que la maman elle a des douleurs au niveau des doigts depuis son enfance, qui ont été traitées très souvent par du magnésium et ça n'a pas été efficace, qu'elle a une hypertension, des vertiges et des bourdonnements avec acouphènes, des migraines avec une anomalie de la substance blanche à l'IRM cérébrale, et le grand-père maternel est décédé à 49 ans d'un infarctus du myocarde. Il avait ce monsieur 4 frères, un seul est vivant, les 3 autres sont décédés de problèmes cardiovasculaires avant l'âge de 40 ou 50 ans. Donc finalement, on avait, alors rétrospectivement c'est toujours très facile, mais vous voyez l'histoire de cet enfant qui a quand même des douleurs invalidantes pendant plusieurs années. Et donc si on doit parler des particularités de l'enfant pour la maladie de Fabry, je dirais que sur le plan du mode de diagnostic, soit le diagnostic est fait par une consultation de génétique au moment de la réalisation d'un arbre généalogique quand on fait un dépistage au moment où on a un cas index identifié. Et donc les enfants qui appartiennent à des familles connues de maladie de Fabry doivent pouvoir bénéficier d'un dépistage précoce compte tenu de la possibilité de ce traitement, notamment chez les garçons. Alors dans le cadre d'une consultation génétique, avec un accompagnement psychologique, si possible avec une annonce en présence des 2 parents. Donc ce sont les recommandations en France, d'abord dans l'article de Dominique Germain, puis reprise dans le PNDS de 2021. Donc soit on a un cas index, soit sur des symptômes ou des signes cliniques. Alors là aussi c'est peut-être un petit peu petit, mais donc dans la publication de l'équipe de pédiatrie et génétique de 2019, les symptômes sont repris en fonction de leur fréquence. Donc chez l'enfant, vous voyez, du plus fréquent au moins fréquent, et à l'âge de révélation. Donc vous voyez que l'âge de début des douleurs, c'est 2 à 4 ans. De l'hypohydrose, c'est plutôt 2 ans et demi, avec un âge médian à 10 ans. Les signes cornéens peuvent être présents dès la période néonatale, mais sinon c'est plutôt 8 ans. Les signes gastro-intestinaux, l'intolérance à l'effort, les problèmes ORL, les angiokératomes qui sont là aussi assez souvent décrits avec un âge médian chez le garçon plutôt de 7 ans, on dit même peut-être plutôt 10 ans, et les signes rénaux et cardiaques qui arrivent là plus tardivement quand la maladie a évolué un petit peu plus. Donc les particularités pédiatriques sur le plan thérapeutique, évidemment, ce sont toujours, comme disait Hélène, chez l'enfant, peut-être encore plus, des discussions collégiales au comité d'experts pour la maladie de Fabry, qui sont rediscutées avec l'ensemble des éléments des dossiers. On sait que l'initiation de l'enzymothérapie chez l'enfant va réduire, évidemment, ou même arrêter la progression de la maladie pour limiter les atteintes d'organes. Donc chez le garçon, il est recommandé de considérer la possibilité d'un traitement chez un garçon porteur d'une forme classique dès l'âge de 7 ou 8 ans.
Chez une fille mineure, si elle est asymptomatique, hétérozygote, alors là c'est beaucoup moins clair, mais on a vu avec Hélène que c'est beaucoup plus compliqué chez les femmes. On peut, ça c'est de façon un peu plus compliqué, à chercher un biais d'inactivation de l'X pour savoir quel X va être prédominant sur l'autre. Et puis dans les formes plus tardives, par contre, il n'y a pas d'indication à instaurer un traitement enzymatique, en tout cas en pédiatrie. Chez l'enfant, il y a 2 enzymothérapies possibles, simplement pour rappeler que la forme orale n'est pas possible chez les enfants de moins de 16 ans. Et donc pour conclure, je dirais que comme finalement on a tous le même message final, c'est qu'il faut y penser. Alors en effet c'est très rare, chez l'enfant c'est peut-être encore plus rare. On y arrive par 2 voies, soit c'est un dépistage familial, on a un cas index et là évidemment c'est plus facile. Et on peut dépister les enfants même s'ils sont asymptomatiques. Et puis le signe clinique quand même prédominant, et c'était l'objectif de mes 2 histoires, c'est vraiment chez l'enfant plutôt les acroparesthésies qui sont invalidantes depuis l'enfance, ces brûlures très douloureuses. Et quand on voit un enfant avec ces symptômes, évidemment chercher d'autres symptômes et refaire l'histoire familiale, parce que finalement on a souvent des éléments qui vont nous aider à poser ce diagnostic. Le diagnostic, on l'a vu, l'activité enzymatique, l'ISO-GB3 est génétique. Et pour nous, c'est vraiment toujours un moment de concertation multidisciplinaire avec les médecins d'adultes, les généticiens, les pédiatres, les biologistes moléculaires pour rediscuter de certains variants en RCP et dans l'idée toujours d'un diagnostic et d'un traitement précoce pour limiter l'évolution de la maladie à moyen et long terme comme on a pu le voir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'est simple, il suffit d'y penser, quoi. Voilà. Bien. Alors on a largement le temps des questions et les questions par le chat, mais pour peut-être lancer les discussions et avant qu'on nous dise s'il y a des questions dans le chat, Hélène, donc l'interniste est vraiment la porte d'entrée pour le diagnostic, sauf s'il y a une présentation néphrologique évidente, s'il y a une présentation cardiaque évidente. Donc c'est l'alpha-galactosidase et le lyso-Gb3 qui sont les 2 tests de dépistage quand on y pense. Est-ce qu'on peut faire ça en ville ou il faut d'emblée adresser vers le spécialiste, le médecin interniste pour le diagnostic, ou est-ce qu'on peut débrouiller ça en ville? Alors le lyso-Gb3, je pense qu'il peut être réalisé en ville. Par exemple pour Lille, il n'est pas réalisé sur Lille, on l'externalise à Lyon. Je pense qu'un lyso-Gb3 en ville, je ne suis pas sûre que ce soit remboursé et je crois que ça coûte cher. En revanche, l'alpha-galactosidase peut être réalisé en ville et d'ailleurs on a vu dans le cas de Karine, c'est le médecin généraliste qui l'a très justement prescrit. Je pense que, hors hôpital, en ville, un dosage d'alpha-galactosidase chez un garçon ou un homme, c'est possible. Sinon, je crois que pour des raisons de remboursement et aussi de cadre juridique pour le prélèvement génétique, souvent les patients nous demandent « faites-moi une ordonnance pour mon frère » ou voilà, on ne peut pas faire une ordonnance de dépistage génétique comme ça où le patient irait au labo en prenant rendez-vous, c'est vraiment très particulier. Donc en dehors du dosage de l'alpha-galactosidase, je pense qu'il faut que ce soit fait à l'hôpital déjà pour que ce soit bien prélevé, envoyé au bon endroit, toujours dans le même labo, ce qui nous permet nous d'avoir un suivi évolutif et aussi pour des raisons économiques de remboursement pour le patient parce que ce sont des tests qui coûtent cher. Parlons un petit peu du cœur. Quand le cœur est épaissi, parfois on dit bon, c'est l'hypertension, on ne va pas plus loin. Est-ce qu'il faut vraiment, devant tout cœur épaissi, quel que soit l'âge, faire aussi un dépistage? Alors on a vu la rentabilité de l'IRM, mais vous avez aussi, je crois, des puces NGS qui permettent aussi quelquefois de guider vers une maladie génétique. La question n'est pas si simple que ça, parce que quel que soit l'âge, quelle que soit l'hypertension, c'est pas si simple. Et puis on pourrait même remonter encore dans la question, c'est quoi une hypertrophie? Parce que par exemple dans les recommandations des cardiomyopathies hypertrophiques, donc déjà on fait l'hypothèse que c'est une pathologie liée à de la génétique, ou en tout cas une maladie qui touche le myocarde, il est retenu comme seuil 15 mm pour l'épaisseur de la paroi. Chez l'homme, non? Chez tout le monde. Chez tout le monde. Mais c'est des seuils qui ont été définis un petit peu a priori. Par exemple, si on est un apparenté ou si on est un porteur d'une mutation parce qu'on a eu un dépistage, on retient 13 mm. On sait de plus en plus, et le Fabry en est l'exemple, qu'il y a d'authentiques maladies de Fabry avec atteinte cardiaque des 12 mm.
Et on sait, et vous voyez que je réduis les seuils, que chez la femme, on a des atteintes grâce à l'IRM réelle, sans hypertrophie. Donc l'anomalie cellulaire et même la fibrose peut arriver alors même qu'il n'y a pas encore d'hypertrophie, c'est-à-dire à 10-11 mm. Tout ça avec une variabilité de la mesure qui est bien de 2 ou 3 mm. Donc j'ai envie de dire que toute hypertrophie qui dépasse strictement 12 doit être explorée. Au-dessus de 11, peut-être chez la femme, sauf effectivement sur des personnes, des dames très âgées et ou très hypertendues et ou les ethnies afro-caribéennes, parce qu'on sait que l'HTA est plus sévère, que l'HTA répond moins bien au traitement, mais je trouve que dans nos pays, l'HTA qui est traité ne doit pas donner d'hypertrophie. Donc j'ai envie de dire, au moindre doute, il faut explorer. Et la séquence, elle est plutôt IRM d'abord, avant de partir sur du NGS. Question au néphrologue. Bon, quand on voit que la moitié des patients en insuffisance rénale, c'est rattaché au diabète, à l'hypertension, il y a sûrement des Fabry là-dedans aussi. Est-ce que vous faites à tout le monde votre exome ciblé? Non, on le fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire quand même? Toute la question, c'est ça, c'est jusqu'où on va avec cette démarche-là. Alors le faire pour tout le monde, ce sera sans doute quelque chose de maximaliste, mais il faut quand même qu'il y ait encore un certain rendement diagnostique. Il y a des situations qui sont assez caricaturales, c'est-à-dire que le patient qui est diabétique, avec un diabète qui évolue depuis longtemps, avec une rétinopathie, etc., qui a tous les critères, oui, celui-là, il a une néphropathie diabétique, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de doute raisonnable là-dessus. Je pense que là où il faut qu'on évolue, et il faut que ces techniques, voilà, elles prennent de plus en plus d'essor dans la communauté des néphrologues, c'est quand il y a une maladie rénale chronique d'étiologie indéterminée, où là, je pense qu'il y a vraiment une place de ces approches diagnostiques. Voilà, ça va être, c'est comme toutes les nouveautés diagnostiques, il va y avoir une courbe d'apprentissage, voilà, mais sans doute ça c'est amené à se développer. Alors ça pose aussi la question de l'accès à la génétique, et ça pose la question aussi de la formation des praticiens à cette démarche-là. Peut-être une remarque, si on considère une forme adulte, peut-être que le néphrologue doit savoir regarder l'électrocardiogramme, et le cardiologue apprendre à chercher la protéinurie. Parce qu'un diabétique, même sur une ancienneté de diabète, n'aura jamais un électro comme je vous l'ai montré. Jamais. Mais si tu veux, le problème du diabétique tel qu'on le voit dans l'immense majorité de nos consultations, et c'était la remarque d'Éric Lachula, c'est-à-dire qu'ils sont tous hyper tendus, tu en vois là, et qu'ils aient sur un compte-rendu d'échographie présence d'une HVG. Il faut regarder l'électro. Ouais, mais ça va pas nous faire, si tu veux, c'est pas le truc qui va changer directement les choses. Peut-être que regarder les fesses, ça peut aider. Ouais. J'ai tendu une perche, j'ai tendu la perche. Ça c'est pour tout le monde, ça. Ouais, ça c'est vrai, mais ça c'est pour tout le monde. Et oui. Non, mais je pense que ces approches-là, en tout cas les approches vraiment génétiques d'exploration large, enfin, moi, je pense que c'est beaucoup plus rentable que ce que j'ai fait de manière un peu provoque en disant à chaque fois c'est un fusil à un coup. Enfin, il y a eu des travaux de screening systématique de Fabry dans les centres de dialyse, en disant tous les patients qui sont en dialyse, et là c'est un peu au bénéfice individuel du patient sur l'atteinte cardiaque notamment, mais aussi beaucoup pour faire du dépistage familial. Il y a eu des centres entiers qui ont fait du screening, et la rentabilité elle est nulle. Enfin, je veux dire, c'est des stratégies qui ont été mais plus parce que c'est tellement rare. Donc voilà, de faire du tous azimuts, je pense que voilà, c'est trop. Enfin, c'est pas soutenable au sens même médico-économique du terme, mais des choses qui soient quand même un peu orientées quand on n'a pas la certitude du diagnostic. Moi, je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut réapprendre dans les évidences, c'est l'interrogatoire familial. La liste, voilà, en grattant, on s'aperçoit que dans l'histoire de l'ado, il s'était déjà passé des trucs dans la famille. Sauf que la mort cardiovasculaire à moins de 40-50 ans dans une famille, ça veut dire quelque chose, quoi. Une question à la pédiatre, alors maintenant. On a vu que le mode d'entrée chez l'enfant, les acroparesthésies, c'est quand même assez classique, relativement fréquent comme mode d'entrée. Et puis les recommandations, c'est on traite à partir de 7 ans, et alors que ces enfants ils peuvent souffrir avant 7 ans. Quelle est votre position dans ce cas-là? Alors,
les nouvelles recommandations, c'est de traiter à partir de 7-8 ans. Ça, c'est plutôt récent. Avant, on traitait plus tard. Après, on sait qu'on a un bénéfice sur l'évolution à long terme. C'est quand même aussi une contrainte importante. Donc, imposer à un enfant plus petit de venir tous les 15 jours à l'hôpital pour une perfusion, c'est aussi compliqué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 7-8 ans, parce qu'on a l'autorisation d'utiliser les traitements à partir de cet âge-là. On n'a pas encore évidemment de long recul sur l'évolution des enfants traités à 7-8 ans, mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi avoir une balance entre la qualité de vie de l'enfant, ce qu'il peut comprendre, et puis l'effet de protection sur le moyen et long terme. Donc déjà à 7-8 ans, on est déjà plus précoce que les Américains, qui sont plutôt à 12-13 ans. Mais on sait que pendant tout ce temps, vous voyez le taux d'isogB3 des enfants, là, qui est déjà à 150, c'est sûr qu'on sait que ça s'accumule et que le rein, le cœur vont être impactés. Alors c'est une discussion, mais c'est vrai que 7-8 ans, les enfants commencent à comprendre, même si c'est un peu compliqué, mais on peut leur expliquer. Peut-être qu'ils accèdent plus facilement au fait de venir, c'est lourd, hein, l'enzymothérapie tous les 15 jours en pédiatrie, c'est aussi compliqué, donc il faut trouver le juste milieu. Peut-être que si on nous dit qu'on est encore trop tard, dans 10-15 ans, on avancera à l'âge de traitement. D'autres pathologies ont une enzymothérapie beaucoup plus précoce quand on sait que le pronostic est en jeu à plus court terme. Donc on suivra les résultats, les études et du suivi à moyen et long terme. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est qu'il y a eu des cas, hein, je sais qu'il y a eu un cas à Necker d'un petit enfant qui était vraiment très douloureux, qui a été traité à 3 ans, je crois, 3 à 5 ans. Et j'ai vu, c'était toi, je crois, qui avait mis une étude de Tondel, l'équipe de Tondel en Norvège, qui fait des biopsies rénales systématiques, y compris chez des enfants. Elle avait pris une série de garçons qui n'avaient pas de protéinurie, pas d'albuminurie. Elle a fait des biopsies rénales à partir de 5 ans et il y avait déjà des lésions de Fabry. Donc c'est vrai qu'on a envie de penser qu'il faut les... Alors après, si on a un diagnostic, c'est sûr que si on a un diagnostic d'un enfant qui est très douloureux à 3 ou 4 ans, je pense qu'en rediscutant, alors évidemment les autorisations sont celles-là, mais en rediscutant en CET, peut-être qu'on pourrait accéder à une mise au traitement plus tôt. Mais en tout cas, les recommandations aujourd'hui, elles sont celles-là, pour les enfants asymptomatiques en tout cas. Si on a un patient symptomatique très douloureux pour lequel le diagnostic est fait tôt, la discussion pourrait se reposer. C'est pour ça qu'on avait mis dans le PNDS symptomatique, justement, pour se laisser la possibilité de discuter hors AMM pour le plus jeune enfant. Des questions à distance? Non. Une petite question pour terminer alors sur les traitements, parce que bon, notre objectif ce soir, c'était de vous y faire penser aussi au diagnostic. Et puis aussi de vous aider à orienter après votre patient lorsque vous pensez à cette hypothèse diagnostique. Sous-traitement. Alors, sous-traitement, on guérit la maladie. Et quel type de traitement on a? On a des comprimés, on a des perfusions. Est-ce que c'est toute la vie? Peut-être Hélène d'abord. Alors, il y a 2 types de traitements pour la maladie de Fabry. Le premier, c'est ce qu'on appelle les enzymothérapies. Donc ça, c'est des perfusions. C'est une perfusion toutes les 2 semaines et dans l'état actuel de nos connaissances, c'est à vie. Donc c'est pour ça que Karine disait que c'est lourd, c'est-à-dire débuter ça chez un enfant de 7-8 ans, même à 12 ans, c'est à vie. Depuis 2016, il y a une AMM d'un autre traitement qui se prend en comprimé. C'est un comprimé tous les 2 jours, mais qui ne peut pas, qui ne peut pas être donné à tous les patients avec une maladie de Fabry. C'est seulement sur certaines mutations génétiques. Donc là, c'est dans certaines familles, ce traitement peut être donné, mais il y a d'autres familles où on ne peut pas proposer ce traitement. Donc ça, c'est les traitements qui ont une AMM. Et il y a des nouveaux traitements qui sont dans ce qu'on appelle les pipelines, qui vont sortir soit dans quelques années, ce qu'on appelle des inhibiteurs de substrat, et pourquoi pas dans 10-15 ans, il y a déjà de nouveaux essais de thérapie génique, et j'arrive sur votre deuxième question, la thérapie génique pourra peut-être permettre de soigner, de traiter, de guérir de la maladie de Fabry. Car pour l'instant, vous l'avez vu, c'est que des traitements qui évitent que ça s'aggrave. C'est ce que François nous a montré. Quand on met un traitement chez des patients qui ont déjà une grosse protéinurie, une atteinte rénale avancée, malheureusement, c'est trop tard. Les traitements, ils sont efficaces si on les met tôt, mais ça ne guérit pas de la maladie de Fabry à l'heure actuelle. Ça empêche, on l'espère et on le pense, la maladie de Fabry de trop progresser pour que ces patients soient trop impactés dans leur qualité de vie. Merci, merci.
Très bien, s'il n'y a pas de questions, merci à chacun d'avoir respecté le temps, merci pour cette intéressante discussion. Bonsoir à tous et demain vous y penserez. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci. Merci.